le moment où tout s'est effondré, n'a pas été marqué par des cris, ni par du drame. Il est arrivé en silence, presque avec politesse, ce genre de bascule qu'on ne reconnaît qu'une fois qu'elle s'est déjà produite. Je m'appelle Aline Varèse. J'ai un peu plus de 30 ans aujourd'hui, et jusqu'à récemment, je construisais une vie avec Nicolas, plus jeune que moi de quelques années. Nous étions ensemble depuis longtemps, assez pour que les habitudes prennent l'apparence de quelque chose de durable, et il vivait dans mon appartement à Marseille depuis un certain temps. De l'extérieur, nous semblions solides. Je suis architecte d'intérieur. Il est consultant en stratégie digitale, et tout chez nous paraissait calme, stable, presque prévisible. Pas de disputes bruyantes, aucune fissure visible, juste ce type de relation tranquille que l'on imagine évoluer naturellement vers quelque chose de permanent. Pourtant, sous cette surface paisible, il y avait toujours une tension que je n'arrivais jamais vraiment à définir, comme si j'étais constamment évaluée sans connaître les critères. Nicolas n'avait pas besoin d'élever la voix pour me faire me sentir diminuée. Ses mots étaient mesurés, contrôlés, prononcés sur un ton qui rendait chaque remarque raisonnable, même quand elle ne l'était pas. Si je rentrais épuisée après une longue journée, il notait que je semblais perdre en vivacité. Si je proposais de rester à la maison plutôt que de sortir, il soupirait légèrement et disait que je devenais ennuyeuse. Et quand j'avais besoin d'être rassurée, quelque chose de simple pour me sentir en sécurité, il inclinait la tête et m'expliquait calmement que j'en demandais trop. Rien de dur, rien de fort, juste constant, comme s'il soulignait une évidence que j'aurais déjà dû comprendre. Puis un soir, après le dîner, alors que l'appartement était silencieux, tout a basculé. Nous étions assis sur le canapé, les lumières tamisées, son attention fixée sur son téléphone. Sans me regarder, il a dit qu'il réfléchissait. Cette phrase, à elle seule, a resserré quelque chose dans ma poitrine. Elle n'annonçait jamais rien de bon. Puis il l'a dit, calmement, presque avec désinvolture. Il pensait que nous devrions commencer à voir d'autres personnes tout en restant ensemble. Il a présenté cela comme logique, moderne, comme la prochaine étape naturelle. Il l'a même décrit de manière détachée, disant qu'il avait besoin d'une forme de liberté, comme si la relation était devenue contraignante. J'ai ri au début, tant cela paraissait absurde. Mais en le regardant, son expression n'a pas changé. C'est là que je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a soupiré, levé légèrement les yeux au ciel, et m'a dit qu'il tenait toujours à moi, mais se sentait limité. Selon lui, l'exclusivité ne lui semblait plus naturelle, et attendre de lui qu'il l'ignore était injuste. Je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un, et il a haussé les épaules, comme si cela n'avait aucune importance. Puis, il a ajouté ce qui a tout éclairé, que j'étais libre, moi aussi, de voir d'autres personnes, avec un sourire entendu qui n'avait rien de généreux. À cet instant, quelque chose en moi ne s'est pas brisé, cela s'est figé. Pas de colère, pas de panique, juste une clarté nette. Parce que j'ai compris immédiatement que ce n'était pas une discussion. C'était une décision déjà prise, qu'il s'attendait à ce que j'accepte sans bruit pour continuer comme il le voulait. Alors j'ai répondu d'un seul mot. D'accord. Il a relevé la tête.
surpris, me demandant ce que je voulais dire. Je l'ai répété calmement. Si c'était ce qu'il voulait, alors très bien. Il a observé mon visage, cherchant une résistance. Puis, n'en trouvant aucune, il s'est détendu. Il a souri, s'est penché, m'a embrassé sur la joue et m'a dit qu'il savait que je gérerais cela avec maturité. Le soir même, il est parti dormir chez Sophie, une personne de son passé, sous prétexte de me laisser de l'espace. Il a toujours cru que la distance créait de la pression, que s'il s'éloignait assez longtemps, je finirais par céder émotionnellement et accepter pour rétablir une forme de normalité. Mais cela ne s'est pas produit. J'ai dormi, profondément, sans interruption. Le lendemain matin, plus tôt que d'habitude, ce n'est pas l'angoisse qui m'a réveillée. C'était le silence. Mon esprit était clair, comme il ne l'avait pas été depuis des années. Pas de pensées en boucle, pas d'hésitation, juste une certitude calme sur ce que je n'accepterais plus. J'ai relu son message disant qu'il resterait à distance pour que je réfléchisse. Quelque chose dans cette phrase a tout changé. J'ai traversé la matinée lentement. Douche, café, assise à la table de la cuisine. Et j'ai vraiment regardé mon appartement. Tout m'appartenait. Le bail, les factures, les meubles, tout avait été choisi ou monté par moi. Il avait emménagé 2 mois après le début de notre relation, pour des raisons pratiques, sans jamais rien officialiser. En fin de matinée, j'ai appelé un serrurier. Ce n'était pas impulsif. C'était précis, comme refermer enfin quelque chose resté ouvert trop longtemps. Quand il m'a demandé si c'était urgent, j'ai dit oui. Il pouvait venir en début d'après-midi. Après avoir raccroché, je suis restée dans le salon, mon café refroidissant dans ma main, regardant autour de moi, mais différemment, non plus comme quelqu'un cherchant à préserver une relation, mais comme quelqu'un reprenant possession de sa vie. Tout paraissait différent dès que je cessais de le voir à travers le compromis. Le fauteuil, le bureau monté seul, parce qu'il disait ne pas savoir suivre des instructions, les lampes, les cadres qu'il critiquait sans jamais les changer, tout me ressemblait. Alors j'ai rassemblé ses affaires, sans colère, sans précipitation, avec soin. J'ai plié ses vêtements, aligné ses chaussures, rangé ses affaires de salle de bain dans une trousse. Il y avait quelque chose d'étrangement respectueux dans ce geste. Je ne le chassais pas dans la colère. Je rétablissais mes limites. Quand le serrurier est arrivé, des cartons étaient dits près de la porte. Il a travaillé en silence, remplaçant le cylindre pendant que je fermais le dernier carton. Le bruit du métal qui s'enclenchait était apaisant. Pas de confrontation, juste des actions. Mon téléphone a vibré. Un message de Nicolas. Il disait avoir déjà matché avec quelqu'un, plaisantant sur la rapidité de la situation. J'ai regardé l'écran, non par douleur, mais parce que cela confirmait tout. Il voulait une réaction, me faire sentir remplaçable. C'était presque trop évident. Je n'ai pas répondu. Une fois le serrurier parti, j'ai bloqué son numéro, ses comptes, son email. J'ai ajusté les cartons, pris les clés, et je suis sortie comme un jour ordinaire. La ville continuait, indifférente. Et pour la première fois, je n'attendais plus sa réaction. J'avais cessé de répondre. Il lui a fallu quelques jours pour comprendre. Puis les messages sont revenus, ailleurs, me reprochant de mal comprendre.
affirmant que nous étions d'accord. Cette formulation m'a agacée. Il n'y avait eu aucun accord. Plus tard, le concierge m'a appelé. Un homme disait vivre chez moi. J'ai corrigé. Plus maintenant. Peu après, un message d'un numéro inconnu demandait pourquoi sa clé ne fonctionnait plus. Je suis restée silencieuse. Puis, les coups à la porte. D'abord secs, puis plus forts. Je regardais sans ouvrir. Il m'a dit de ne pas être dramatique. Les coups ont cessé. Silence. Puis un autre message. Différent. Incertain. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas la serrure. C'était de ne plus savoir sa place. Le lendemain, ces messages étaient nombreux. Les derniers m'accusèrent d'être cruel. Ce mot, toujours le même. J'ai fermé mon ordinateur. Une amie m'a appelé, disant qu'il paniquait. Cela avait du sens. Nicolas avait besoin de réaction. Le silence, lui, ne se manipule pas. Plus tard, un autre coup à la porte, plus hésitant. Il m'a appelé, demandant de parler. Je n'ai pas bougé. Il s'est agacé, m'accusant de jouer, d'être immature. J'écoutais, adossé au mur, son ton devenir amer. Il disait que d'autres auraient apprécié, qu'il avait été honnête. Honnête, encore ce mot. Puis sa voix a changé, plus basse. Il m'a demandé pourquoi je ne répondais pas. Et à cet instant, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Parce que si cela avait été une question de lien, de compréhension, il n'aurait pas été déstabilisé, il aurait été blessé. Au lieu de cela, il était désorienté, debout devant une porte qu'il avait toujours cru pouvoir ouvrir, réalisant peu à peu que le contrôle qu'il pensait avoir sur moi n'existait plus. Pas affaibli, disparu. Quelques semaines plus tard, Nicolas a cessé de prétendre que tout cela relevait de la communication. Son ton a changé du tout au tout, comme si un interrupteur s'était enclenché du jour au lendemain. L'incertitude qu'il ne supportait pas a laissé place à quelque chose de plus tranchant, plus direct, comme s'il avait abandonné la confusion pour revenir à des méthodes qui fonctionnaient pour lui. Cela avait toujours été son mode opératoire. Quand le réconfort ne venait pas, il mettait la pression. Le premier message ce matin-là n'était même pas un texto. C'était un message vocal d'un numéro inconnu. Je l'ai écouté sans répondre. Sa voix était immédiatement reconnaissable, sèche et agacée, me disant de décrocher, qualifiant la situation d'absurde, affirmant que je n'avais pas le droit de disparaître simplement parce que je me sentais mal à l'aise. Ce mot m'est resté. Mal à l'aise. J'ai réécouté le message, non par attachement, mais parce qu'il résumait parfaitement sa manière de déformer les choses. Quand il voulait quelque chose, cela devenait de l'honnêteté. Quand je posais des limites, cela devenait un défaut. Peu après, un autre message est arrivé. Il m'accusait de le punir pour sa transparence, ajoutant qu'il aurait pu me tromper, mais avait choisi de ne pas le faire, comme si cela lui donnait du crédit. Cela m'a fait rire, brièvement, un rire sec qui sonnait presque étrangement dans le silence de ma cuisine. Dans son esprit, annoncer une trahison avant de la commettre relevait de l'intégrité. Le lendemain, j'ai croisé Sophie dans une petite épicerie du quartier. Dès qu'elle m'a vue, elle s'est figée, comme surprise là où elle n'aurait pas dû être. Elle m'a salué maladroitement, et pendant quelques instants, aucune de nous n'a dit quoi que ce soit d'important.
Puis elle a admis que Nicolas n'allait pas bien, qu'il ne comprenait pas pourquoi je l'avais coupé, qu'il pensait que j'avais tout accepté. J'ai répondu calmement que je n'avais rien accepté, au-delà du fait qu'il exprime ce qu'il voulait. Je n'avais pas accepté de rester. Elle a cligné des yeux, assimilant cela, puis a hoché lentement la tête. Cela a dû lui parvenir, car le soir même, il est revenu. Cette fois, il n'a même pas frappé. Il s'est tenu dans le couloir, appuyé contre le mur comme si l'espace lui appartenait encore, la voix suffisamment forte pour être entendue. Il a lancé que j'avais dit oui avant de disparaître. Je suis restée silencieuse. Il m'a accusée de manquer de courage pour mettre fin aux choses clairement, faisant les 100 pas, son ton oscillant entre frustration et reproche. Il affirmait que je prouvais son point, que je ne savais pas gérer une relation mature. Ces mots ne m'atteignaient plus comme avant. Ils passaient comme un bruit de fond, sans poids. Puis sa voix a légèrement cédé, non par tristesse mais par agacement, me demandant pourquoi je ne réagissais pas. Cette question révélait tout. Il ne cherchait pas des réponses. Il cherchait du contrôle. Et le contrôle ne fonctionne que si l'autre participe. Sans cela, toute la dynamique s'effondre. Au fil des jours, ces messages ont encore évolué. D'abord la culpabilisation. Il disait ne plus manger, ne plus dormir, rappelait qu'il pensait que j'étais différente. Puis la nostalgie, des souvenirs de voyage, des moments présentés comme des preuves de lien. Je n'ai pas répondu. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas le contenu, mais leur prévisibilité dès que je sortais du schéma. Ils ne cherchaient pas à me comprendre. Ils cherchaient à me ramener dans quelque chose de familier. N'importe quelle réaction aurait suffi. Colère, jalousie, même une dispute. Le silence était la seule chose qu'ils ne pouvaient pas remodeler. Plus tard, un message WhatsApp d'un numéro inconnu est arrivé avec une pièce jointe. Une capture de son profil sur une application de rencontre, photos mises à jour, une courte description sur sa liberté. En dessous, une seule phrase. « Voilà ce que tu quittes ». Ce message n'a suscité ni jalousie, ni regret. Il a tout clarifié. Ce qu'il proposait n'avait jamais été une question de lien ni même de désir. C'était une question de validation. Il voulait la liberté de poursuivre qui il voulait, tout en sachant que je resterais exactement là où il m'avait laissé, stable, disponible, inchangé. Ce soir-là, il est revenu encore une fois. Cette fois, il a frappé légèrement, comme pour tester si quelque chose avait changé. Il a appelé mon nom, disant que j'étais injuste, la voix calme mais tendue. Il m'a accusé de jouer, de choisir le silence plutôt que de mettre fin aux choses correctement. Un instant, j'ai failli ouvrir la porte, failli expliquer, failli me défendre. Puis, j'ai arrêté cette pensée, avant qu'elle ne prenne forme. Il a dit qu'il avait été honnête, me demandant si c'était ainsi que je répondais. Je suis restée silencieuse. J'entendais sa respiration changer, plus nerveuse, sa patience s'épuisant. Puis il a cédé, demandant si j'en avais simplement fini. Je me suis adossée au mur et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, je ne gérais plus ces émotions. Je ne cherchais plus à résoudre quoi que ce soit. J'avais simplement terminé. Il a attendu, puis m'a demandé de dire quelque chose,
la voix plus basse mais tendue. Je ne l'ai pas fait. Et dans ce silence, quelque chose a changé pour lui. Il a compris que ce n'était pas temporaire. Ce n'était pas une phase. C'était une fin. Après un moment, son ton a encore évolué, mais différemment, maîtrisé, presque calculé. Un autre message vocal, un autre numéro inconnu. Il paraissait posé, presque supérieur, m'accusant d'exagérer, disant que je n'avais pas le droit de le punir pour mes insécurités, que si je voulais partir, je n'avais qu'à le dire au lieu de me cacher. J'ai écouté brièvement, puis supprimé sans aller jusqu'au bout. Pas par colère, par désintérêt. Peu après, un autre message est arrivé depuis son adresse professionnelle, axé sur l'image que je lui donnais. Il écrivait que les gens posèrent des questions, que je l'embarrassais. Cela m'a frappé. Dans son esprit, mon silence n'était pas une limite. C'était une attaque contre son image. L'idée que j'avais simplement cessé de participer ne semblait même pas exister pour lui. Vers midi, une connaissance commune m'a écrit pour dire qu'il me décrivait comme fermé sur le plan émotionnel, accusant mon silence d'être une stratégie. J'ai lu et ressenti une forme d'amusement. La projection était presque exacte. J'ai répondu en une phrase. Il a demandé la liberté. Je l'ai acceptée et je suis partie. C'est tout. Peu après, un autre message est arrivé d'un nouveau numéro. Il contestait ma version, demandant si j'étais vraiment à l'aise de le laisser passer pour le méchant. J'ai posé mon téléphone. Je ne construisais aucun récit. J'avais simplement cessé d'ajuster. Le soir suivant, il est revenu encore, parlant assez fort pour être entendu, me critiquant, affirmant que je ne savais pas gérer quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Je suis restée silencieuse. Il a ri amèrement, insistant sur le fait qu'il avait été direct, que la plupart des gens auraient apprécié, que j'avais simplement disparu. Puis il a ajouté, plus bas mais toujours tranchant, que je n'avais pas à me croire supérieure, alors que je n'avais même pas combattu. Avant, cela m'aurait atteinte. Cette fois, non. Parce que j'avais compris quelque chose de simple. Il ne voulait pas une partenaire. Il voulait un public. Et pour la première fois, personne ne répondait. Quelques jours plus tard, mon silence a perturbé son rythme habituel. Ses messages sont devenus plus longs, plus construits, presque comme des discours. Il insistait sur le fait que les adultes parlent, que j'aurais dû mettre fin aux choses clairement au lieu de disparaître. Mais même là, il révélait plus qu'il ne le pensait. Ce qui le dérangeait n'était pas la rupture, c'était qu'elle ait eu lieu sans lui. Il voulait rester au centre, que ma réaction valide son importance. Quelques jours après, le gardien m'a dit que Nicolas demandait quand j'étais chez moi, comme s'il avait encore accès. Je l'ai corrigé immédiatement. Il ne faisait plus partie de ma vie. Ce malentendu revenait sans cesse, non par incompréhension, mais parce qu'il n'avait jamais envisagé de conséquences réelles. Ce soir-là, un autre message est arrivé. Il demandait si nous pouvions parler comme des adultes, disant que le silence n'était pas juste et qu'il n'était même pas sûr que nous ayons vraiment rompu. Je l'ai lu plusieurs fois avant de répondre simplement. Il avait demandé de la liberté. Je l'avais donnée, à nous deux. Sa réponse est arrivée immédiatement, rejetant cela, affirmant que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Puis plus rien. Pour la première fois, il n'avait rien à ajouter. Plus tard dans la nuit,
un autre message est arrivé, plus calme, demandant si c'était vraiment fini, soulignant que je ne semblais même pas en colère. Cela révélait tout. La colère aurait signifié de l'attachement. Le conflit aurait signifié que je tenais encore. Le silence signifiait autre chose. Peu après, un autre message a suivi, admettant qu'il ne s'attendait pas à ce que je parte réellement. C'était la chose la plus honnête qu'il avait dite. Il pensait que je resterais, que son idée élargirait sa liberté sans compromettre sa stabilité, qu'il pourrait explorer sans fin et revenir au même endroit. J'ai commencé à écrire une réponse, puis je me suis arrêtée. Certaines conversations n'ont pas besoin de conclusion. Elles ont besoin de distance. J'ai bloqué le numéro. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, l'appartement était silencieux d'une manière nouvelle. Pas vide, intentionnel. Un silence qui vient du fait d'avoir retiré quelque chose de lourd plutôt que d'avoir perdu quelque chose d'important. Quelques jours plus tard, un dernier message est apparu dans un dossier que je consulte rarement, demandant pourquoi j'étais restée silencieuse. J'ai lu la première ligne, puis refermé. La réponse était claire depuis le début. Il avait demandé la liberté. Je l'avais donnée. Et pour la première fois depuis longtemps, elle m'appartenait.